Depuis le début des mouvements de réhabilitation par l'amour sévère dans les années 70, plus de 200 établissements ont été ouverts dans le monde entier, accueillant des milliers d'enfants. Ces centres ne sont soumis à aucune réglementation gouvernementale et plus de 40 décès y ont été rapportés, sans compter les centaines de jeunes vies brisées. En pleine nuit, 2 hommes font irruption dans une chambre et traînent Danny hors du lit contre son gré après l'avoir menotté. Ses parents attendent à l'extérieur et Danny leur demande de l'aide, mais ils lui répondent que c'est pour son bien. Le lendemain, Sophie se rend dans un magasin pour retourner un produit rayé et commence à faire une scène en jetant des objets partout. L'employé, Ben, traîne Sophie dans un coin comme s'il allait la réprimander, mais il l'embrasse en réalité. Ils sont en couple et Sophie lui faisait simplement une farce. Pendant ce temps, dans un club, Jacques continue de consommer de la poudre joyeuse et marche sur les poutres du plafond sans se soucier de rien. Les choses se compliquent lorsqu'il se rend compte qu'il saigne. En rentrant chez elle, Sophie trouve sa mère Marianne et son beau-père Karl en train de recevoir des invités très importants. Sophie interrompt leur réunion en qualifiant tous les politiciens de corrompus tout en exhibant un joint. Karl a fouillé dans sa chambre, mais lorsque Sophie essaie de se plaindre, Marianne l'emmène ailleurs, tandis que Karl annonce qu'elle a épuisé ses avertissements. Plus tard, Sophie et Ben assistent à une fête et ignorent un panneau indiquant ne pas dépasser cette limite pour monter à l'étage. Alors qu'ils fument et s'embrassent, Sophie demande à Ben de l'épouser pour qu'elle puisse vivre loin de ses parents, mais Ben rit et attribue cela au joint, car ils n'ont même pas encore 18 ans. Soudain, des hommes font irruption dans la pièce et annoncent qu'ils ont l'autorisation parentale pour emmener Sophie. Ben est traîné dans une autre pièce et attaché, tandis que Sophie tente de se défendre, mais les hommes lui injectent un sédatif pour l'endormir. Par la suite, Ben se rend chez Sophie pour demander des explications, mais Karl lui dit que Sophie est partie, là où personne ne pourra la voir pendant 1 an. Marianne affirme que Sophie détruisait la famille, et Karl menace d'appeler la police si Ben ne part pas. Le lendemain matin, Sophie se réveille sur un bateau avec Danny et Jacques. Tandis que Jacques vomit dans l'océan, Sophie pose des questions auxquelles les hommes refusent de répondre, alors Danny lui dit qu'ils sont emmenés aux Fidji. Finalement, ils atteignent l'île, et les hommes poussent les adolescents à travers la forêt jusqu'à un camp de réhabilitation comportementale. Ils sont accueillis par le chef de la sécurité, Logan, et son équipe de coordinateurs, qui leur mettent un capteur à la cheville. Si quelqu'un essaie de quitter le périmètre du camp, les capteurs alerteront la sécurité. De toute façon, nager pour s'échapper est impossible, car ils sont trop loin de toute autre terre, et il y a des requins. Après que tous leurs effets personnels aient été confisqués, les 3 adolescents sont enchaînés à des blocs de béton sur le rivage. Les heures passent, et la température continue de baisser. La nuit, la marée monte, et le trio est frappé par des vagues glacées. Ils se tiennent la main pour se soutenir durant cette épreuve. Le lendemain matin, Logan et son équipe viennent les détacher tandis qu'Arthur, le fondateur et directeur du camp, répète un discours d'inspiration peu convaincant. Lorsque Jacques l'insulte, Arthur répond que les gros mots sont interdits et lui écrase le pied avec sa canne. Il explique également que les blocs de béton sont une revanche parce que les adolescents ont enchaîné leurs parents à des problèmes toute leur vie. Jacques remarque des fosses au sol et commence à crier sur Arthur, mais il est maîtrisé par la sécurité et emmené. En approchant du camp proprement dit, Sophie et Danny voient que tous les campeurs sont mis au travail. Un coordinateur leur fait ensuite visiter les lieux en expliquant le fonctionnement du camp. Tout le monde commence avec un t-shirt noir, mais peut progresser vers le jaune puis le blanc, comme elle, qui rentrera chez elle dans 2 mois. Un t-shirt blanc montrant leur progrès est le seul moyen de sortir. Pendant que les hommes coupent les cheveux de Jacques, Sophie reçoit son uniforme de la part de Trina. Ensuite, Rhonda, la sœur d'Arthur, effectue une fouille corporelle très intrusive pour s'assurer qu'elle ne cache pas de substance. Pendant ce temps, Ben rencontre Marianne, qui lui demande d'arrêter d'appeler chez elle. Elle jure qu'elle fait cela pour le bien de Sophie, mais Ben remarque son hésitation et explique qu'après la mort de son père, Sophie pense que sa mère ne se soucie pas d'elle. Se sentant coupable, Marianne lui révèle que Sophie se trouve au Serenity Boot Camp dans le Pacifique Sud. Avec le temps, Ben mène des recherches sur le camp tandis que Sophie s'habitue à la nouvelle routine. Elle doit étudier et travailler toute la journée, reçoit des repas médiocres et prend des douches froides le soir, avec des insectes courant près de ses pieds. Les t-shirts blancs ne travaillent pas, ils reçoivent juste de meilleurs repas et surveillent les autres adolescents pour s'assurer qu'ils ne volent rien. Lorsqu'un adolescent se comporte mal, il est envoyé dans les fosses. Un jour, tous les campeurs s'assoient en cercle dans une tente. Trina est placée au centre avec un petit micro sur son t-shirt. Arthur demande à tout le monde d'applaudir en signe de soutien, puis demande à Trina pourquoi elle est là. Lorsqu'elle répond qu'elle ne sait pas, quelques adolescents sont choisis pour l'entourer et commencent à la bousculer tout en énumérant ses méfaits, comme l'achat de substances illicites et ses nombreuses relations. Tout le monde insulte Trina avec des mots très méchants jusqu'à ce qu'elle craque enfin, avouant qu'elle en avait assez que ses parents lui imposent leurs règles religieuses. Pour se venger, elle avait parié avec ses amis pour voir qui pourrait avoir le plus de garçons. En une nuit, elle a été avec 8 d'entre eux, espérant qu'un seul la remarquerait vraiment, car ses parents ne le faisaient pas. Trina tombe alors à genoux, en pleurs, en s'excusant. Les autres adolescents l'entourent et lui disent qu'ils l'aiment, mais Sophie n'y croit pas. Plus tard dans la nuit, elle entend Trina prier. Tôt le matin,
Arthur les emmène à la plage pour méditer et prononce quelques paroles motivantes comme si cet endroit était vraiment un paradis mental. Pendant ce temps, Ben achète des choses à un dealer. Chez lui, il arrête de faire ses corvées et utilise une seringue sous les yeux de sa mère. Quelques jours plus tard, le camp sert du poulet au dîner, ce qui est très rare. Trina vole un morceau et sort en cachette pour le manger, mais Logan la surprend en flagrant délit. Il devient soudainement menaçant et explique qu'il était sur le point de la promouvoir en tant que t-shirt jaune, mais que ce comportement pourrait la maintenir en t-shirt noir à jamais. Pour la contraindre à acheter sa promotion, Logan pousse Trina à genoux et la force à des actes déplacés. La pluie intense devient une tempête violente et les tentes commencent à s'effondrer, obligeant tous les campeurs à fuir leur lit pour se mettre à l'abri. Rhonda pense qu'il devrait les aider, mais Arthur estime qu'ils doivent apprendre à se débrouiller seuls. La tente des filles s'envole et Sophie y retourne pour sauver Trina, transie de froid. Bientôt, les câbles lâchent et le camp perd l'électricité. Le lendemain, Trina est chargée de superviser le groupe qui répare les tentes et elle en profite rapidement pour donner des ordres à ses amis. En soulevant une lourde poutre, Sophie glisse dans la boue et tombe. Épuisée, elle veut se reposer, mais Trina continue de lui crier dessus pour qu'elle se remette au travail. Comme Sophie refuse d'obéir, Trina autorise les autres filles à l'attraper par les cheveux et à la jeter dans la boue, où elle la frappe et la traite de menteuse. Arthur voit cela comme une réaction des jeunes face à la bonne incitation. Plus tard, Arthur a une discussion privée avec Sophie, essayant de paraître sympathique en lui offrant des cookies et du lait. Il tente de faire craquer Sophie en évoquant sa relation avec ses parents, mais elle ne cède pas et jette le cookie. Pendant ce temps, Ben arrive également au camp. Après un examen médical, il est conduit dans la tente des garçons et Jacques commence à l'insulter, mais le groupe est appelé à dîner avant que la situation ne dégénère. Pendant le dîner, Ben s'assoit en face de Sophie, qui n'en croit pas ses yeux. Elle se lève immédiatement de table et Ben la suit. Faisant mine de faire la vaisselle, Ben explique qu'il a délibérément causé des ennuis pour être envoyé ici. Ses injections ne contenaient que de l'eau saline et il a même engagé quelqu'un pour lui pointer un pistolet dessus afin de convaincre ses parents. Ben lui promet qu'ils s'échapperont et vole une fourchette dans la cuisine. Le lendemain, Logan emmène tous les garçons courir autour de l'île, une fois arrivés sur le rivage, il les oblige à nager. Les vagues sont fortes et Danny, qui ne sait pas bien nager, survit de justesse. Après la méditation, Arthur annonce que Trina obtient son t-shirt jaune. Par la suite, Ben se cache dans les toilettes et commence à manipuler le capteur avec la fourchette, mais un coordinateur frappe à la porte et lui dit de se dépêcher. Cela fait un mois que Sophie est arrivée et ce soir, c'est son tour d'être au centre du cercle. Comme elle refuse de parler, 4 adolescents sont rapidement appelés au milieu et ils la malmènent en la traitant de menteuse. Cela lui rappelle comment ses parents l'ont aussi maltraitée après qu'elle a perturbé la fête. Finalement, Sophie tombe par terre et cette violence la fait enfin craquer. On découvre que lors de la fête, elle avait prétendu s'excuser pour son comportement avant de dire que Carl venait dans sa chambre toutes les nuits. En larmes, Sophie avoue avoir menti et s'excuse. Plus tard, elle voit Trina suivre Logan dans un endroit isolé, mais avant qu'elle puisse enquêter, Ben lui couvre la bouche et l'emmène dans les buissons pour lui dire qu'il a un plan pour s'enfuir. Cependant, Sophie est finalement conditionnée et lui dit qu'il mérite d'être ici à cause de leur mauvais comportement, puis elle s'en va. Le lendemain, Rhonda demande aux adolescents d'écrire une lettre en prétendant être leurs parents disant ce qu'ils aimeraient entendre. Pendant ce temps, les garçons jouent sur la plage et Ben tombe accidentellement au-delà de la limite du camp, activant les capteurs. Les coordinateurs les désactivent immédiatement, mais Ben obtient une meilleure compréhension de leur fonctionnement. Lorsque le jeu reprend, Ben est violemment jeté au sol, alors il riposte avec un coup de genou. Le soir, Arthur annonce qu'un garçon qui est ici depuis 2 ans peut enfin quitter le camp. Il était l'un des cas les plus graves, alors Arthur l'emmènera à son séminaire à Los Angeles comme exemple. En entendant 2 ans, Sophie change d'avis et dit à Ben qu'il devrait utiliser son plan pendant qu'Arthur est absent. Ensuite, Rhonda lit toutes les lettres à Arthur et trouve les mots de Sophie, écrits comme si c'était son père décédé, très touchant. Arthur est ébranlé un instant, mais affirme que Sophie écrit cela pour le manipuler. Rhonda souhaite qu'Arthur ne quitte pas l'île de peur de problèmes juridiques potentiels, révélant que des campeurs sont morts dans le passé. Le lendemain, Ben manipule davantage le capteur et finit par trouver un moyen de l'activer et de le désactiver à volonté. Tard dans la nuit, après le départ d'Arthur, Ben s'introduit dans la tente des filles et convainc Sophie de le suivre dehors. Il court jusqu'à la limite et Ben désactive le capteur de Sophie avant de franchir la limite. L'alarme ne se déclenche pas, alors ils se rendent dans le bureau d'Arthur et passent discrètement devant une Rhonda endormie pour récupérer leurs affaires personnelles. En partant, Sophie renverse accidentellement une bouteille d'alcool, mais Rhonda est trop ivre pour se réveiller. Ensuite, ils traversent les bois et atteignent la plage du début, où ils montent dans un bateau pour s'enfuir. Pendant ce temps, à Los Angeles, Arthur tient son séminaire, promouvant le camp en montrant uniquement les moments plaisants comme la méditation et l'entretien des plantes. Les parents de Ben sont là et blâment Sophie pour le changement soudain de comportement de leur fils. De plus en plus suspicieux, Arthur envoie un message pour alerter Logan. De retour à Sophie et Ben, ils commencent à avoir des difficultés avec le bateau, qui ne peut pas rester à flot dans les vagues puissantes. Le bateau chavire et ils doivent nager jusqu'à la plage la plus proche.
Heureusement, ils atteignent l'île que Ben tentait de rejoindre, où se trouve un complexe pour les héberger. Ben avait déjà envoyé à l'avance une enveloppe avec de l'argent et des documents pour leur plan. Pendant quelques heures, Ben et Sophie profitent de leur liberté et se rapprochent. Malheureusement, leur bonheur est interrompu par Logan et ses hommes, qui frappent Ben avant de les traîner tous les deux jusqu'à leur bateau. À leur retour au camp, les deux adolescents sont enfermés dans des cellules de fossé, tandis qu'Arthur informe le groupe que personne ne prendra de petit déjeuner ni de pause pendant 3 mois pour leur apprendre comment les actions d'une seule personne peuvent affecter la vie des autres. C'est ensuite le tour de Danny dans le cercle, mais il ne cède jamais et refuse d'assumer la responsabilité de la paranoïa de ses parents. Les autres commencent à le frapper avec des bâtons, mais il persiste, expliquant qu'il avait simplement plaisanté sur des meurtres sur Internet et que ses parents l'ont cru. Danny accuse Arthur de croire qu'il aide les enfants, alors il reçoit un coup de poing pour l'avoir affronté. Les jours passent, avec Ben et Sophie toujours enfermés dans leur fosse, exposés au soleil brûlant et aux tempêtes qui inondent leurs cellules. Après 2 semaines, ils sont enfin libérés. En privé, Arthur affirme que Ben a ruiné la réhabilitation de Sophie et qu'il sera expulsé dans 3 jours. Jusque-là, Ben doit se comporter correctement, sinon Arthur rendra la vie de Sophie insupportable. Plus tard, pendant qu'il travaille, Ben essaie d'être distant avec Sophie, mais elle insiste pour parler jusqu'à ce qu'il lui révèle les menaces d'Arthur. Cette nuit-là, Trina est contrainte d'exécuter les désirs de Logan jusqu'à ce qu'il aille plus loin en la forçant. En pleurs, Trina se rend aux douches où Sophie la rejoint et, remarquant le sang, Trina confie finalement ce qui s'est passé. Sophie la réconforte du mieux qu'elle peut. Le lendemain, Logan envoie les garçons nager, malgré des vagues encore plus brutales. Quand Danny commence à avoir des difficultés, il tente de s'accrocher à une bouée et appelle à l'aide, mais personne ne répond. Quand les autres garçons reviennent, Logan dit à Danny qu'il doit revenir seul. Ben veut l'aider, mais Logan le retient. Une grande vague frappe Danny, le faisant passer sous l'eau. Ben, désespéré, se libère et plonge pour récupérer le corps de Danny, mais il est trop tard, Danny est mort. Ben accuse Logan, mais Logan ment, disant que Danny est mort en essayant de s'enfuir, et il ramène le corps au camp. Lorsqu'Arthur apprend ce qui s'est passé, il réprimande Logan, inquiet que le camp soit désormais sous enquête. Il menace Logan en révélant qu'il pourrait alerter l'armée, à laquelle Logan avait échappé des années auparavant, mais le renvoie pour l'instant. Rhonda dit à Arthur qu'il perd le contrôle et que le camp s'effondre, alors Arthur la gifle. Peu après, les campeurs regardent le corps de Danny emporté dans un sac tandis qu'Arthur discute avec un policier. Cette nuit-là, Arthur force Logan à entrer dans le cercle, affirmant que la loi est la même pour tous. Les autres adolescents, d'abord effrayés, restent immobiles. Puis Trina se lève et se demande combien de filles il a promises au t-shirt jaune, incitant plusieurs autres filles à révéler les abus de Logan. Alors que des bâtons sont distribués, Sophie accuse Logan d'abus et de meurtre. Les autres adolescents commencent à frapper furieusement Logan, mais Sophie les arrête, affirmant que la violence prouve qu'ils méritent d'être ici. Arthur intervient en disant qu'ils sont là parce que leurs parents ont abandonné, alors Ben révèle que des adolescents sont morts dans l'ancien camp d'Arthur au Nouveau-Mexique. Il explique qu'Arthur a déplacé le programme sur une île éloignée pour échapper à la loi. Ben rallie le groupe en affirmant leur droit à la liberté et rappelle que Danny est mort pour rien. Les adolescents, poussés à bout, commencent à détruire tout le camp. Logan est blessé et tombe, tandis que les autres coordinateurs, fatigués, restent passifs. Bientôt, les adolescents allument des torchets et incendient toutes les tentes et bâtiments. Logan tente de fuir en voiture, mais le groupe lui jette des objets, provoquant un accident contre un bâtiment en feu. Le gaz s'enflamme, causant une petite explosion qui le tue. Ben et Sophie entrent dans le bâtiment principal, où Arthur sort une arme. Alors qu'il monologue, Jacques l'attaque par surprise. Il est sur le point de le poignarder, mais Ben l'en empêche. Arthur tente de tirer, mais l'arme est déchargée, car Rhonda avait retiré les balles. Les adolescents jettent Arthur dans une fosse pour que la police le trouve plus tard, puis courent sur l'île pour célébrer leur nouvelle liberté alors que les alarmes résonnent. Arthur tente de tirer avec son arme, mais elle ne fonctionne pas, car Rhonda avait retiré toutes les balles. Les adolescents en profitent pour le jeter dans une fosse, prévoyant que la police le retrouvera plus tard. Ils se dispersent ensuite sur l'île, savourant leur liberté retrouvée tandis que les alarmes du camp continuent de retentir.